Bonjour. Ça se passe super bien. C'est vrai? Ouais. Propose de Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence nombreuse. Encore toutes nos excuses pour le retard, mais les choses, je l'expliquais tout à l'heure, le débat sur la primaire était un petit peu plus long que prévu. On peut s'en féliciter. Je disais tout à l'heure qu'il avait dérapé, mais juste sur la durée. En fait, cette rencontre, elle se déroule sous deux auspices. Le premier, vous le savez, c'est la primaire de l'écologie, qui va se tenir maintenant dans les jours qui viennent. Je profite pour rappeler qu'on a jusqu'au 12 pour s'inscrire. Une semaine pour s'inscrire. Et donc, la deuxième, c'est la question de la régie publique de l'eau, qui est un combat que nous menons sur Arcueil depuis presque une vingtaine d'années maintenant, et qui se concrétise sur notre ville de notre territoire. Et ceux qui habitent dans cette même ville, on a une votation citoyenne qui permet de prendre une position et la sortie définitive du Ségur. Sur ces deux sujets, il m'est apparu assez naturel d'inviter Éric Piolle sur la primaire de l'écologie parce qu'il est candidat. Il nous dira pourquoi est-ce qu'il propose. Et la deuxième, c'est parce que Grenoble n'est pas une ville neutre sur la question de à l'époque, on disait remunicipalité. Vous avez compris. Le fait de rendre municipal l'eau, Grenoble a été une ville qui a été pilote, qui a été marquée avec les scandales qui étaient liés, et tout le monde se souvient d'Alain Carignon sur le sujet. Juste deux mots, parce qu'il y a quelques-unes et quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé de bien signaler que le fait d'être là ne signifiait pas qu'ils s'engageaient pour candidat écologiste à la primaire ou qu'ils s'engageaient pour Éric Piolle, mais c'est bien un débat d'échange. Qu'il y a aussi qu'il y en a qui voteront pour le candidat écologiste au présidentiel et qui s'engagent pour Éric Piolle. C'est mon cas, j'ai rendu public ce point de vue. En tout cas, voilà, ce débat est ouvert, et ce que je vous propose, c'est qu'on essaye de l'organiser en deux parties. Une première partie avec la possibilité d'intervention dans la salle, enfin dans l'espace. Une première partie pour qu'Éric nous dise quelques mots sur comment son regard de maire post-gestion publique de l'eau, et puis après une deuxième partie sur les primaires et sur le fait que pour la première fois, un président de la République écologiste est une possibilité. Alors, j'ai respecté les règles. Merci beaucoup Christian, merci beaucoup à vous toutes et tous qui êtes là aujourd'hui. Effectivement, je pense que l'eau, c'est un débat qui est central. Bon, dans nos vies, ça va sans dire, hein, c'est indispensable à la vie. Mais ça dit aussi beaucoup de ce que nous faisons en société. Et ça dit comment nous allons traiter l'eau à l'avenir, en France, mais partout dans le monde, va être, je crois, un des grands enjeux des prochaines années. Donc moi, je suis ravi de voir la démarche aujourd'hui de vos 9 villes pour sortir du CDIF, certes, sortir de la gestion Veolia et sortir de cette privatisation de l'eau pour des intérêts privés, pour parfois aussi, il faut le dire, des intérêts d'élus. Alors Grenoble en est l'histoire la plus marquante, hein, puisque notre histoire, l'histoire de notre territoire est vraiment liée à l'eau. Nous sommes dans les Alpes, donc c'est le stock d'eau de l'Europe, hein, c'est le pot de chambre de l'Europe, avec, on le sait, tout ce qui se vit aujourd'hui sur les glaciers. Cette année, l'année dernière, des scientifiques ont dû déplacer
les équipements qu'ils avaient mis qui étaient les plus anciens du monde pour étudier un glacier, qu'ils avaient mis juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont dû déplacer ces équipements scientifiques parce que le glacier de Sarenne qu'ils étudiaient donc depuis 1946 va disparaître dans les 3 prochaines années. Donc ils ont dû aller mettre leurs équipements scientifiques ailleurs. Moi je suis pyrénéen, j'ai bougé dans les Alpes à cause des montagnes pour mes études. Dans les Pyrénées cet été, nous avons fait un déplacement sur 2 déplacements en montagne, un au Sierre de Gavarnie. On a fait un sommet à 3000 mètres d'altitude, qui était un des premiers sommets que j'avais fait, le premier sommet que j'avais fait quand j'avais 6 ans. À l'époque, il y avait un énorme glacier avant d'accéder à la brèche de Roland. Aujourd'hui, il reste 2 taches de neige. Et puis on a fait 2 jours plus tard un autre déplacement, cette fois-ci dans les Pyrénées toujours, mais en vallée d'Ossau, sur le dernier glacier des Pyrénées-Atlantiques qui a disparu, lui, il y a 10 ans. Donc, cette dimension, évidemment, autour de l'enjeu de l'eau, il est très fort. Enjeu pour nous, de notre territoire, parce que dès le 19e siècle, la ville de Grenoble a acheté les terrains sur lesquels était fait le captage. Et donc la dimension de gestion des biens communs et de pilotage stratégique commune de cette ressource, elle démarre chez nous au 19e, et ça c'est très important dans notre histoire. Et puis évidemment c'est le symbole de la montée du néolibéralisme et avec la corruption qui va avec, hein, puisque privatisation de l'eau dans les années 80 par Alain Carignon, donc cette eau qui était publique et gérée depuis plus d'1 siècle, gérée de façon vraiment territoriale depuis plus d'1 siècle, privatisation, corruption, hein, et le maire corrompu est encore à ce jour, je crois qu'il a fait passer le plus de temps physiquement derrière les barreaux, et il est toujours là. Il était encore candidat au municipal cette fois-ci, donc ce spectre de l'eau continue de hanter Grenoble, avec une très belle histoire. Je crois que pour vous c'est assez extraordinaire, hein. C'est que quand il y a remunicipalisation de l'eau, Carignon est corrompu, les écologistes le démontrent, il est jugé, bon, pauvre, et derrière, les écologistes obtiennent la remunicipalisation de l'eau, d'ailleurs au tribunal, parce que les socialistes finalement trouvaient qu'une société d'économie mixte, ça allait quand même pas mal, et donc au virage de 99-2000, remunicipalisation de l'eau, avec des conséquences très opérationnelles, pratiques, hein. Le prix de l'eau baisse, l'investissement est multiplié par 3, et ça je crois que dans ce que j'ai pu lire de votre projet, dans cette partie-là, l'entretien des réseaux d'eau, l'investissement dans les réseaux d'eau, l'investissement dans les moyens de production et de stockage de l'eau, c'est extrêmement important. Investissement multiplié par 3 avec un prix en baisse, et un comité des usagers qui se met en place et qui assure la gestion sur le long terme, donc l'intérêt général sur le long terme, et on retrouve là des citoyens qui vont devenir experts de l'eau et qui assurent la pérennité de cet état d'esprit à travers les équipes politiques. Donc c'est vraiment une belle histoire à Grenoble qui nous marque encore, qui nous sert de modèle pour les biens communs dans d'autres domaines, pour le chauffage urbain, on a repris en gestion publique les parkings à voiture, les parkings silos, qu'on déploie un peu partout. Cette adossé à des comités d'usagers, c'est extrêmement important. Et l'efficacité du service public. Je termine en disant qu'on a une eau pure et non traitée qu'on donne dans les biberons. J'ai eu 4 enfants, les 4 enfants, ils ont été dès leur premier biberon, c'est l'eau du robinet, et que ça aussi c'est emblématique, parce que partout où on va, et d'ailleurs c'est vrai pour mes enfants, mais c'est vrai pour moi, et c'est vrai pour les Grenoblois, quand on déménage ailleurs, on se dit que l'eau elle a un goût, alors que chez nous on boit cette eau-là avec plaisir, et je ne parle pas des endroits où maintenant on boit de l'eau en bouteille. Donc un enjeu très fort, un enjeu public, un enjeu autour des biens communs, un enjeu autour de l'accumulation des profits privés, un enjeu autour de la corruption, parce qu'autour des histoires d'eau, il y a toujours des histoires de corruption, et un enjeu international, je termine par cela. Dans l'encyclique du pape, Laudato Si, qui est à la fois très spirituelle et très concrète, il y a une phrase qui dit que la privatisation de l'eau est une source de conflit. Et aujourd'hui, la France est à la manœuvre dans cette privatisation de l'eau, puisque les grandes multinationales françaises sont aussi les grands acteurs mondiaux de l'eau, et que nous avons, en termes de géopolitique et en termes de politique internationale, ce que nous voulons faire à partir de 2022, c'est que
ces compétences-là, on la mette au service d'une souveraineté de l'eau, de transfert technologique, de transfert des compétences, de transfert de mode de gestion, pour que partout dans le monde, l'eau puisse devenir la base d'une gestion des biens communs, donc gérée par les populations et sortie des puissances d'accumulation du profit. Voilà la dimension locale, la dimension internationale, la dimension prospective avec évidemment le réchauffement climatique et le stress hydrique et la dimension de gestion des biens communs qui me semble essentielle sur ce sujet. Merci. Je pense que sur ce sujet, tu es dans un territoire conquis parce qu'on est très très attaché à cette question. Peut-être qu'il y a des questions plus précises, des avis, des remarques. Non? Patricia, alors. Merci, chers collègues. Je suis la maire de Gentilly. Je suis venue aujourd'hui vous rencontrer, te rencontrer pour avoir ton expérience de la régie publique de l'eau. C'est tout à fait intéressant ce que tu nous as présenté. Ça rejoint totalement ce que les 9 villes du territoire qui sont engagées aujourd'hui pour une régie publique pensent. Nous sommes là, au carrefour des négociations avec le CEDIF pour que cette sortie du CEDIF se passe du mieux possible pour les villes. Nous sommes en pleine votation citoyenne pour que nos populations, nos habitants, nos citoyens, j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur les citoyens experts de l'eau, et on s'aperçoit que les citoyens participent à cette votation de façon experte. Et j'en suis très heureuse. Je voulais avoir ton avis là pour le coup d'expert, je dirais, pour avoir étudié la question. Je parlais tout à l'heure des négociations avec le CEDIF qui trouve on est sur la déconnexion physique des réseaux. Vous voulez sortir, il faut payer vos infrastructures alors que nos habitants ont toujours payé tout, quoi. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette bataille. On essaye de faire prévaloir la déconnexion virtuelle, qui est une belle idée, hein, et très écologique. Donc voilà, je voulais avoir ton avis là-dessus. Et puis voilà, je suis très heureuse qu'en tout cas tu nous fasses profiter de ton expérience. Merci. Je suis très intéressée par le sujet de l'eau, ça nous concerne tous. Je suis venue parce que j'ai des enfants qui sont grands. Et l'eau, surtout avec la chaleur et tout ça, la question elle se pose tout de suite avec la chaleur de cet été. Et puis c'est au point de vue scolaire aussi, je travaille sur le climat, sur l'eau. Donc en tant que parent, je suis venue ici pour apprendre. Donc je pose une question toute simple en tant que maire sur la France, sur les ressources. Les ressources d'eau, comment elles sont, l'eau d'où elle vient, comment elle est répartie, les régions qui en profitent, d'autres qui boivent l'eau qui est polluée, et qui paient quoi, qui en profitent, sachant qu'il y en a qui peuvent se laver avec l'eau minérale et d'autres qui peuvent boire l'eau polluée au nitrate. Et merci beaucoup. Et merci Eric pour ta présence et ton expérience sur l'eau. C'est vrai que sur notre territoire, on est en train de mener cette bataille avec 9 villes qui se sont engagées à sortir du syndicat des eaux d'Île-de-France. Et on a besoin pour que les citoyens et citoyennes se saisissent de ce projet-là et le portent avec nous. On a besoin aussi de toute l'expérience des villes qui l'ont déjà fait. Parce qu'on se heurte quand même à une grosse bataille de « c'est pas possible, ça va coûter tellement cher, vous ne saurez pas faire », etc., etc., etc. Et je crois que dans cette situation-là, dire qu'aujourd'hui, eh bien Paris évidemment l'a fait depuis plus de 10 ans, eh bien que Grenoble l'a fait depuis encore plus longtemps, que d'autres grandes villes, je pense à Lyon, je pense à Bordeaux, je pense aussi proche de nous en Essonne avec les villes de Grigny, de Viry-Châtillon l'ont fait, c'est possible. Et il faut vraiment qu'on soit dans le fait de répandre toutes ces expériences qui sont positives et qui placent les citoyens et citoyennes au cœur des enjeux qui les préoccupent et qui sont plus importants pour eux, c'est-à-dire eh bien l'eau, entre autres, voilà, comme bien commun. Donc c'est important que nous soyons comme cela en train de faire rayonner toutes ces initiatives et toutes ces belles réussites. Merci à toi. Nous avons monté une coordination sur les 9 communes
qui souhaitent sortir de Veolia et en passant par la sortie du CEDIF. Et la question que je voudrais poser, c'est il nous paraît important que à cette occasion-là, et il y a la personne qui est présente, Fata, juste là, qui a été pressentie par les 9 communes pour être président, en tout cas de la structure temporaire. Je suppose que peut-être, enfin on verra après, je ne sais pas, mais il nous paraît important, et comment est-ce que ça fonctionne, que des citoyens soient, au travers du comité dont tu as parlé, soient mis dans le coup et qu'on profite de cette occasion pour gérer autrement. Et une deuxième question, est-ce que vous avez envisagé ou mis en place des tarifs différenciés de l'eau? Bienvenue. Je suis l'élu conseiller municipal d'opposition à Champigny. Donc nous on a aussi la géothermie, donc pour nous c'est un atout, mais dans pas mal de villes du Val-de-Marne, donc ce serait intéressant de savoir un peu aussi ce que tu en penses, Eric. Et aussi très heureux que ton discours a commencé par le climat, parce que c'est important, il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce que il y a encore des élus, j'entends des élus qui sont pas chez les Verts, mais qui disent qu'il faut éclairer au maximum les établissements publics la nuit. Il y a encore des gens qui sont élus qui prennent ça, donc le chemin est encore long. Et voilà, et puis pour résumer encore, puisqu'on va parler de la primaire, je connais aussi des gens qui sont plus pour M. Jadot, d'autres pour Mme Rousseau, donc il faudra, puisqu'il reste peu de temps, moi j'essaye un peu, je me suis déclaré comme sympathisant d'Éric, et donc publiquement, et il faudrait nous dire peut-être une petite liste pour essayer de convaincre les derniers hésitants, et qu'est-ce qui te différencie donc des deux autres. Merci. Pour revenir un peu sur les différents sujets qui ont été abordés, et la première question autour de la désynchronisation des connexions virtuelles. C'est tout l'enjeu de l'ensemble des infrastructures de réseau. C'est que la privatisation des infrastructures de réseau, que ce soit numérique ou des réseaux d'eau, c'est un moyen pour le privé, de capter des biens communs, de se mettre dans des situations où il est extrêmement difficile de les chasser de là. Et donc ce combat sur la désynchronisation virtuelle, il est pour moi extrêmement légitime. C'est comme si vous disiez, si vous prenez un autre exemple contre lequel on se bat aussi, autour de la privatisation du rail, et dire que si jamais vous aviez une entreprise privée qui voulait faire une ligne Paris-Lyon, qu'ils se débrouillent à faire leur ligne Paris-Lyon. Donc la mutualisation, c'est le principe même d'une infrastructure de réseau. L'infrastructure de réseau est mutualisée. Et quand elle est transférée, quand le mode de gestion change, c'est bien le réseau qui va avec. Donc on peut avoir un débat sur les unités de production, qui elles servent, etc. Mais il y a forcément un plan de sortie sur les unités de production, un plan de transition qui est forcément long. Et sur les réseaux, la mutualisation continue d'être la règle. Il suffit de compter et mettre des compteurs sur les compteurs d'eau. Honnêtement, ça marche. Donc ce combat-là, il est apporté. Et je pense que c'est un combat qui est facilement gagnable parce que si Veolia veut bloquer dans ce domaine-là, le signal que vous pouvez chanter partout en France, c'est de dire en fait les gens vous rendent prisonniers. Et donc il y a un moment où eux, s'ils veulent aller au clash sur cette question-là, il faudra qu'ils assument que vous, ici, vous êtes prisonniers, mais le message qu'ils envoient, c'est que partout ailleurs, aux autres élus, vous êtes prisonniers. Et donc ça, pour eux, ce message de dire attention, si vous mettez le doigt avec Veolia, vous serez prisonnier, leur stratégie c'est de vous rendre prisonnier, c'est quelque chose qui est, de mon point de vue, difficilement envisageable. Donc je pense que ce combat-là, il faut le mener à fond, il faut en faire la pub, il faut parler à d'autres élus ailleurs, et normalement ils devraient se retirer de cela, d'abord parce que c'est la logique et le bon sens, et ensuite parce que ça leur fera une mauvaise pub. Donc quand on a viré Decaux, notre contrat, je change un peu de sujet mais pas tout à fait, sur la publicité, il n'y avait rien qui était écrit dans le contrat pour dire comment enlever les panneaux Decaux. Donc on aurait pu dire, tiens, dans la nuit, là,
à minuit et une, je ne peux rien voir. Ils auraient pu faire un conflit, mais en fait, ils ont été d'une douceur extrême. Pourquoi? Parce que s'ils rentraient en conflit avec nous, on dit, allez-y, rentrons en conflit. La publicité que ça nous fera autour, on sait qui en sortira vainqueur. C'est nous qui en sortirons vainqueurs. Vous, ça vous fera une image. Donc ils ont préféré être très gentils avec nous et essayer de retirer leurs panneaux comme ils pouvaient sans être pris par des appareils photo ou des caméras, ce qu'ils n'ont pas tout à fait réussi. Donc cette dimension-là est un combat très fort. Ça rejoint derrière, peut-être, je fais un bond sur la question des tarifs. La tarification sociale est évidemment facilitée quand on est en gestion publique. Parce que vous n'avez pas besoin d'une délégation de service public, il y a un contrat, il est négocié, une rentabilité, une durée, etc. Donc vouloir faire des avenants pour changer le prix, changer la logique du prix, c'est extrêmement compliqué. Nous, c'était une des raisons pour lesquelles on a repris aussi en gestion publique, c'était Indigo et EFIA qui avaient nos parkings. On les a repris parce qu'en fait ça nous permet de piloter notre stratégie de stationnement et de changer les prix quand on le veut et d'avoir une politique coordonnée avec les transports en commun, etc. Et de ne pas avoir à renégocier un amendement pendant X plombes dès qu'on touche à quelque chose. Et de fait, ça permet cela, l'eau publique. On a mis en place un tarif social de l'eau. De mémoire, personne ne peut dépenser plus de 3,2% de ses revenus pour sa facture d'eau. Et il y a aujourd'hui 40 000 personnes, 10 000 ménages, 40 000 personnes qui reçoivent un chèque eau. Parce que la deuxième dimension, c'était que ces droits soient des droits qui sont poussés. Donc, que le problème du droit, c'est le non-recours au droit. C'est vrai même pour le RSA, mais c'est encore plus vrai pour plein d'autres droits. C'est vrai pour les tarifs sociaux, l'électricité, etc. Et donc sur la question du non-recours est centrale. On était passé pour l'électricité en 2 ans de 1000 personnes qui accédaient aux tarifs sociaux d'électricité à 7000, sans que la situation des gens en change, mais juste en poussant les droits. Et là on a fait pareil, donc c'est automatique. On demande l'autorisation de se connecter à la CAF, on nous redescend un quotient et les gens reçoivent le chèque chez eux, ils n'ont pas besoin de faire un dossier. Et cette question d'accès aux droits est centrale pour moi et va être centrale dans l'avenir, pousser les droits vers les gens plutôt qu'ils soient obligés de faire des dossiers pour demander l'exercice de leurs droits. Et ça nous a permis aussi, y compris pour nous, acteurs publics, de changer nos stratégies, de faire bouger les choses en interne. C'est-à-dire que le nettoyage des rues avec l'eau, ça ne marche plus parce qu'on s'est mis un tarif progressif et que ça coûte très très cher et que donc ça a poussé aussi le reste de nos services à changer les pratiques pour baisser la consommation d'eau, y compris la consommation d'eau de l'acteur public. Bien que l'eau soit à nous, on s'auto, ça nous permet de définir des stratégies qui nous permettent nous-mêmes de faire avancer d'autres sujets et d'éviter le gaspillage, parce que c'est le problème de l'eau, on a à peu près un quart de gaspillage, de pertes dans les réseaux. Au-delà de l'usage qu'on peut en faire au bout, il y a à peu près un quart de l'eau qui part juste parce que les réseaux sont de mauvaise qualité. Alors peut-être pour remonter un cran par rapport à votre question, madame, d'où vient l'eau? Il y a typiquement 3 grandes ressources en eau. Il y a les nappes fossiles, donc ça veut dire que c'est des espèces de lacs souterrains qui sont là depuis très longtemps, comme des lacs de pétrole. Alors, faut pas s'imaginer un lac, en fait c'est un espèce de mélange de gravier. Faut vous imaginer à la plage, quand vous creusez, vous êtes trop près de l'eau et que vous creusez pour faire un château, au bout d'un moment il y a de l'eau. La nappe phréatique c'est pareil. Donc il y a des nappes fossiles, donc celles-là elles ne se rechargent pas. C'est des nappes qui datent de Mathusalem et on peut pomper dedans, mais par définition elles s'épuisent, c'est des nappes fossiles. La deuxième grande catégorie, c'est des nappes rechargeables. Donc nous, c'est ce que nous utilisons à Grenoble. Donc c'est des nappes qui vont être rechargées par infiltration d'eau. Là, il va falloir choisir les points où vous allez pomper cette eau pour aller préserver toutes les terres qui sont au-dessus pour éviter de mettre des pesticides, des métaux lourds, plein de cochonneries qui pourraient s'infiltrer dans la nappe. Et donc vous allez pomper votre eau, mais cette eau elle est rechargée donc par la pluie, par la fonte des glaciers, etc., etc. Et puis la troisième source, c'est une grande part de ce que vous vivez vous, c'est de l'eau qu'on va pomper dans une rivière et qui va être traitée pour être injectée dans un réseau.
Donc ça, c'est les 3 grandes sources d'eau. Derrière, il y a des logiques. Si c'est sur des nappes, ben, vous produisez ce dont vous avez besoin. Donc vous n'avez pas besoin de stocker l'eau, elle est stockée sous terre. Si vous pompez dans une rivière, ben, par définition, vous allez devoir stocker votre eau. Vous ne pouvez pas le faire au fil de l'eau. Et donc, il va falloir avoir des zones de stockage. Et après, il y a plein d'endroits. Hein, vous allez voir des châteaux d'eau. Parfois, ça me fait sourire ceux qui luttent contre la pollution visuelle des éoliennes. On va leur dire, bah, pollution visuelle des châteaux d'eau, par définition, sont toujours sur un point haut, hein, pour qu'il y ait de la pression. Donc on pourrait se dire que c'est une pollution visuelle, un château d'eau. Bah, en fait, non, c'est ce qui nous permet de vivre. Et donc l'eau nous permet de vivre. Et donc on a installé un peu partout en France des châteaux d'eau. Donc voilà, grosso modo. Et après, toute la question, c'est, au-delà de ça, hein, l'entretien des réseaux. Où là, nous, on est, notre taux de renouvellement du réseau est 2 fois plus rapide que la moyenne nationale et 3 à 4 fois plus rapide que les réseaux qui sont privés, parce qu'on a un intérêt collectif à ce que le réseau ne fuit pas et que ça fait partie de nos biens communs et que, par définition, on n'a pas de profit à dégager, parce que l'eau paye l'eau. Ça, c'est un grand principe de base, hein, c'est un service où l'eau paye l'eau, et donc on ne peut pas gagner des sous, la puissance publique ne peut pas gagner des sous avec l'eau qu'elle réinjecterait dans l'éducation. Le budget de l'eau doit financer l'eau et c'est tout. Et donc ça nous permet d'entretenir les réseaux, et puis derrière de mettre en place des stratégies pour baisser la consommation. Donc ces stratégies pour baisser la consommation, elles vont être diverses. Donc il y en a une évidemment que tout le monde a en tête parce que c'est aberrant pour tout le monde, c'est que on puisse utiliser de l'eau non potable pour l'eau chaude sanitaire et évidemment pour les toilettes. Et donc là on commence à faire les premiers bâtiments où on a un quadruple usage de l'eau. Donc on récupère l'eau depuis, on la traite un petit peu, mais directement sur le bâtiment pour alimenter l'eau sanitaire. Puis on la récupère, on la traite un petit peu, mais toujours la même, pour aller la mettre dans les toilettes. Puis on la récupère pour irriguer les jardins qu'on a fait autour. Donc là, on commence à avoir un cycle de l'eau qui est intéressant. Et puis cette eau qu'on met dans le jardin, ben celle-là, on va chercher à avoir le plus de contact possible avec la nappe phréatique. C'est pour ça que c'est extrêmement important de débitumiser partout où on peut. On débitumise les cours d'école et le rapport à l'eau va devenir central, notamment parce que le rapport à la chaleur devient central. Jusqu'à présent, on parlait d'énergie en parlant de l'hiver. Maintenant, on parle d'énergie en parlant de l'été. Et l'eau, on en a besoin aussi. Dans nos écoles, on installe des petits brumisateurs collectifs dans la cour, parce que nous avons besoin de nous refroidir et on va avoir de plus en plus besoin de nous refroidir. Il y a eu pour l'instant une seule canicule en période scolaire, il faut qu'on ait en tête, hein, c'était en juin 2019, ça a été terrible partout en France. On s'est aperçu que on se retrouvait dans des situations inextricables, c'est-à-dire des enfants qui, à l'école, la chaleur était insupportable pour faire cours, mais le débat qu'il y avait, c'était fermer les écoles parce qu'il fait trop chaud, mais quand on renvoie les gens chez eux, évidemment, les inégalités de logement sont criantes, et pour ceux qui... moi, j'ai rencontré des gens qui vivaient à l'époque avec un drap mouillé sur les épaules parce qu'il faisait 40 dans leur appartement, renvoyer les enfants dans leur logement, c'était aussi une inégalité sociale majeure. Donc nous avons vécu une seule canicule en période scolaire, on va en vivre de plus en plus. Grenoble, pour l'instant, c'est 3 jours de canicule par an, en moyenne. Les météorologues nous disent que ça sera 46 jours en 2050. Avec la situation actuelle, hein, pas, sans dire que ça va continuer à se dégrader, c'est que là, ils nous disent, avec le CO2 qu'on a, on sera à 46 jours de canicule. On est à 3, et on a déjà l'impression, si vous demandez dans la rue aux gens combien il y a de jours de canicule à Grenoble, ils vont pas vous dire 3. Hein. Au feeling, ils vont vous dire 15, 20, je sais pas combien. Mais donc le ressenti du corps humain à la chaleur est dramatique. Donc notre rapport à l'eau, il y aura aussi des usages autres que boire, se laver, etc. Et des usages industriels. Il y aura aussi un besoin de se refroidir. On va faire à Grenoble, là, dans notre chantier de rénovation urbaine, on va faire un lac baignable en ville. On va faire un lac de 10 000 m² baignable, parce qu'on pense que c'est fondamental d'avoir un accès à l'eau et qu'on est un poil loin de la mer. On était avant, hein, on est sur un bassin glaciaire. Avant, on a eu la mer, mais il y a vraiment très 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 longtemps.
peut-être encore une ou deux questions sur l'eau, puis après. Merci Christian, merci Eric. Donc moi je vais apporter une contribution. Je suis Fatah Agoun, je suis élu à la ville de Gentilly et élu au territoire. Et j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas la contribution des maires à me nommer pour la mission eau, donc cette mission qui amène aujourd'hui à la votation citoyenne. Et je suis effectivement le président de la structure de préfiguration de la régie de l'eau de la Seine et de la Bièvre. C'est comme ça qu'on a appelé les choses. Le conseil d'administration s'est prononcé pour ce choix-là et m'a nommé président. Et donc j'ai cette mission qui est extrêmement enrichissante, passionnante et surtout juste pour les concitoyens de nos 9 villes. Et donc ça fait un certain temps, avec Christian, moi, depuis 2008, j'étais au syndicat des eaux d'Île-de-France et c'est vrai que les questions de logique ne sont pas les mêmes entre nos regards et leurs regards. Et depuis 6-8 ans, avec Christian, on essayait de se battre pour essayer de basculer une gestion de fait qui était organisée par ce syndicat. Depuis 1923, ils octroyaient en tout cas une délégation de service public. Alors avant, c'était différent, c'était ce qu'on appelait des concessions intéressées. Ça avait une autre sémantique. Et donc nous on avait dit stop, au bout d'un moment, il faut peut-être voir autre chose dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt des usagers et surtout de ce bien commun. Je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit, je partage et ce que je défends à droite à gauche. Et donc ça n'a pas été possible et la loi NOTRe a permis en tout cas, même si celle-ci on peut la décrire ici et là, mais sur ce sujet, elle a permis à ces villes-là de ne pas réadhérer. À partir du 1er janvier 2016, les villes devaient se prononcer pour savoir si elles réadhéraient et ces 9 communes ont dit non. On va d'abord regarder ce qu'il est possible de faire, d'étudier les choses, de savoir si une régie publique est viable sur notre territoire. Et donc, on a lancé un certain nombre d'études techniques, administratives, juridiques, financières, et on s'est doté de conseils dans ces domaines-là, que ce soit technique ou juridique. Et les études, elles disent très clairement que c'est possible d'y aller, de le faire à 9. La maille de ce territoire, avec 335 000 habitants, avec 20 millions de mètres cubes quasiment consommés annuellement, c'est possible. Il y a une possibilité de déconnexion virtuelle. La question a été posée par la sénatrice et la ministre avait répondu. Il n'est pas nécessaire de redépenser de l'argent public inutilement. Si les réseaux existent, si les usines de production, il faut savoir que la région de France surproduit de l'eau. C'est-à-dire que l'usine de Choisy-le-Roi dans laquelle on s'alimente nous aujourd'hui, elle produit chaque année, chaque jour, 300 000 mètres cubes d'eau potable. Sa capacité, c'est 600 000. Il faut savoir que le CEDIF en a 3. Donc, ce qui est possible demain, ce qui est possible aujourd'hui, est possible demain. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a entrepris tout un travail, hein, comme je viens de l'évoquer, et les maires ont décidé de faire une votation citoyenne. Parce qu'au-delà du choix politique, intrinsèque porté par les 9 communes et les maires lors de leurs programmes municipaux ou sur d'autres engagements, ils ont décidé de se dire on va faire voter les citoyens, on va essayer d'expliquer le pourquoi du commun. Donc je rappelle qu'il y a plusieurs débats, il y en a eu un aujourd'hui ici, il y en aura un à Ivry, il y en aura un à Fresnes, il y en aura un au Kremlin-Bicêtre, donc il y a des débats qui s'organisent ici et là pour expliquer aux gens ce qu'est la régie publique de l'eau, vers quoi on tend. Donc cette votation citoyenne, pourquoi je vous en parle? Parce qu'il faut inviter le plus grand nombre à s'exprimer, parce qu'à la sortie de l'urne, et ben avec le nombre de personnes qui se seront exprimées, c'est l'argument que nous pourrons défendre auprès du CEDIF et des autorités, du préfet et tous ceux qui vont valider la démarche pour entériner ce choix. Un des engagements aussi des maires qui a été prononcé, c'est de ne pas augmenter la facture de l'eau, parce que je sais pas si c'est une difficulté, mais contrairement à Grenoble ou dans d'autres lieux, nous on est dans un syndicat, nous étions dans un syndicat où il y avait 150 communes, où quand nous allons sortir, nous n'aurons pas d'usine de production pour le moment, donc on sera obligé d'acheter l'eau à des opérateurs, mais les opérateurs il y en a plusieurs, ça a été dit, le CEDIF, il y a un autre opérateur qui n'est pas trop notre tasse de thé, mais c'est comme ça, qui est Suez, et il y a surtout un troisième opérateur, vous passez le périphérique de l'autre côté, qui est Haut-de-Paris et qui produit et qui est en capacité, par son président, et ça a été réaffirmé et redit mardi dernier à la conférence de presse soutenue par la maire de Paris, de fournir à cette régie de l'eau publique. Donc j'invite vraiment tout le monde à faire en sorte d'inviter au plus grand nombre à voter. Pour répondre, oui, il y a une volonté d'associer les usagers ou les associations de l'eau pour pouvoir, en tout cas dans la future régie, gérer ensemble et construire ensemble le futur réseau de ces 9 communes. En tout cas, moi, ce que je peux dire ici, c'est que
J'ai dans mes réunions 9 maires déterminés à faire en sorte que le projet avance, que le projet se réalise et qu'on puisse ressembler à ce qui se fait à Besançon, à Grenoble ou ailleurs et être en gestion directe pour avoir une tarification sociale. Alors nous, le curseur, c'est plutôt les mètres cubes au départ, peut-être pour les familles identifiées qu'on aurait besoin. Je rappelle qu'en France, je crois que c'est la loi Brottes qui interdit de couper l'eau quand vous ne l'avez pas payé. Mais la subtilité de cette loi ou la subtilité des opérateurs privés, ce qui n'est sûrement pas le cas à Grenoble, je pense, c'est qu'il y a un débit d'eau que vous pouvez ramener au plus bas. Donc pour ceux qui se font couper l'eau, ou qui ne se la font pas couper, ont un débit d'eau. Donc quand vous passez sous la douche, si vous essayez de vous doucher avec un filet d'eau, c'est très compliqué. Donc ça, ce n'est pas possible aujourd'hui au XXIe siècle. Et donc c'est pour toutes ces raisons que les 9 communes ont fait le choix. Et en tout cas, c'est un projet très passionnant qui va être difficile, mais je pense que si les citoyens sont là à côté de nous pour faire en sorte que ce projet aboutisse, je crois qu'on va y arriver. En tout cas, c'est l'engagement des 9 communes, l'engagement des 9 maires, et je crois que demain, on aura une belle régie publique de l'eau. Je n'avais pas de questions à poser, mais en tout cas, je me suis retrouvé dans tous les propos que tu as tenus, et on va essayer de faire en sorte qu'on y arrive. Merci. C'est un vrai beau projet de territoire. Peut-être un petit mot là pour toi qui garde en tête, mais nous on fonctionne avec une régie et une SPL, ce sont sociétés publiques locales, parce que la gestion de la facturation, là c'est très technique, mais les biens communs c'est technique, hein, c'est à la fois très politique et très technique en même temps. La société publique locale permet d'avoir un service de facturation à part, tandis que la régie, ça passe par le Trésor, et le Trésor c'est mal géré, le Trésor public c'est mal géré, l'adaptation des tarifs à ce que l'on souhaite, hein, donc on a adopté pour cela, et je pense que ça vaut la peine de garder ça dans un coin de sa tête. Et puis, pour conclure peut-être là-dessus, c'est un objet extraordinaire d'éducation populaire. Et ce que vous faites là, c'est à la fois hyper démocratique et voilà, tout le monde a envie de savoir, on tourne le robinet, pouf, ça coule, il y a un caractère magique. Ça permet de reparler du cycle de l'eau, de dire d'où vient l'eau, par quoi elle passe, et ça aussi, juste pour notre compréhension collective, qu'on ait 5 ans ou qu'on ait 80 ans, en fait, l'immense majorité d'entre nous, on ne sait pas comment ça se passe, et découvrir comment ça se passe, eh ben, c'est réjouissant, et rien que ça, c'est fédérateur. Donc voilà, ce sera, je pense, un vrai, énorme enjeu de démocratie et d'éducation collective. Merci. Je propose qu'on entame la deuxième partie de cette rencontre. Moi, je vais poser une question simple. Pourquoi tu es candidat à la primaire et comment tu vois le rôle d'un président de la République écologiste? Est-ce nécessaire et utile? Oui. Pourquoi je suis candidat à l'élection présidentielle? C'est que en 2017, quand Emmanuel Macron a gagné, quand il a renversé le bipartisme, fait s'effondrer le Parti Socialiste et les Républicains, ou l'UMP, je ne sais plus comment il s'appelait à l'époque, j'ai vu s'ouvrir à l'échelle nationale la capacité pour un projet autour de l'écologie politique de gagner. Ce que nous avions fait à Grenoble, ce qui a été fait dans plein d'autres communes, à Arcueil et dans plein d'autres communes en 2020, c'était possible à l'échelle nationale parce que enfin le modèle néolibéral avait quelqu'un qui le portait en assumant que c'était effectivement un projet de société. Rappelez-vous le bouquin d'Emmanuel Macron, c'était adapter la France à la marche du monde, c'est-à-dire adapter la France à la loi de la jungle. C'était écrit, et que du coup ça clarifiait notre espace politique, ce que j'appelle l'arc humaniste. Pourquoi j'appelle ça arc humaniste? Parce que il y a évidemment beaucoup de gens qui étaient d'abord des militants de gauche et qui se retrouvent là-dedans, c'est mon cas. Moi j'étais électeur ou sympathisant, j'étais électeur écologiste mais sympathisant, je me considérais de gauche avant de me considérer écolo. Je me suis engagé assez tardivement, qu'il y a évidemment tous ces militants historiques de l'écologie politique, mais que appeler ça arc humaniste, ça permet à plein de gens
qui sont aujourd'hui, qui voient le danger du réchauffement climatique, qui voient le danger, la violence du modèle néolibéral, de bouger vers ce socle programmatique sans avoir besoin d'avoir l'impression qu'ils reprennent une histoire qui n'est pas la leur parce qu'ils n'étaient pas militants politiques du tout ou parce qu'ils n'étaient pas militants politiques de gauche et que ces drapeaux, qu'ils soient verts, rouges, roses, les freinent. Et donc, ça permet de dire, ben voilà, ce que nous construisons, c'est un chemin de progrès, vous y avez votre place, tout le monde y a sa place, et qu'on soit militant de gauche depuis tout petit, qu'on soit militant écologiste depuis tout petit, ou qu'on ait découvert ça à l'épreuve de la vie et de l'évolution du monde, il y a de la place pour cela. Et je me suis dit cela en disant que ce que je cherche à faire dans la vie, à savoir attaquer les situations de rente pour mobiliser cet argent là où on en a besoin, dans les systèmes de santé, le système d'éducation, la gestion des biens communs, le respect de l'environnement, du climat, de la biodiversité, de la condition animale. Attaquer ces situations de rente à la fois parce qu'on a besoin de cet argent et parce que cet argent aujourd'hui est nocif pour la société. Non seulement on en a besoin ailleurs, mais en plus ces poches d'accumulation de profit viennent détruire l'environnement, la biodiversité, le climat et nos emplois et nos liens sociaux. C'était possible de le faire à l'échelle nationale et que je me suis considéré comme étant un de ceux qui pouvaient fédérer cet arc humaniste. Et une fois que j'ai considéré ça, je me suis dit qu'il fallait m'entraîner, je ne pouvais pas juste dire que c'était une éventualité, je me suis fixé ça comme objectif parce que ce que nous souhaitons tous et toutes, je pense que c'est la justice sociale, la justice climatique, c'est de changer la vie, notre vie quotidienne, de la connecter à nos aspirations humaines les plus profondes. Donc je me suis fixé ça comme objectif et j'ai travaillé pour cela. Et je pense que ce que j'amène dans ce paysage, c'est l'expérience d'abord de la prise de responsabilité, que ce soit dans le privé où j'ai travaillé donc 18 ans dans l'industrie, dans des postes de direction. C'est l'expérience d'élu de terrain, d'élu local, au contact de la vie quotidienne, parce qu'on scoltine quand on est maire l'ensemble de nos problèmes de la vie quotidienne. C'est l'expérience de la victoire, parce que je crois que c'est aussi la façon de s'adresser au pays qui permet la victoire. Et c'est la constance, on est dans des périodes de extrêmement troublées, des périodes très chahutées, et donc il faut une présidence qui soit collective, c'est ma façon de travailler, mais qui soit constante, c'est-à-dire qu'on sait que ça ne va pas bouger, que le cap il est là, et que ça permette en fait à chacun de s'orienter et se dire voilà quelle est ma contribution, comment je tire des bords moi, avec cette boussole qui est fixée, qui est une boussole d'attaque des situations de rente et d'accumulation des profits, de justice sociale, de climat et de démocratie, parce que je crois que rien ne se fera sans démocratie, notamment sans démocratie locale, parce que c'est à cette échelle-là que se font les projets. Voilà ce qui m'a conduit à travailler, à me préparer, à construire des équipes, des collectifs, pour être aujourd'hui dans cette élection présidentielle, avec cette première étape qui est la primaire des écologistes. Dans cette assemblée, je pense que pour la plupart, voire tous, on est convaincus que l'enjeu principal de notre génération, c'est la lutte contre le réchauffement climatique. Monsieur Piolle, vous êtes en plus probablement le candidat des écologistes à la présidentielle et qui plus est le candidat de l'écologie pragmatique. J'ai vraiment un message à faire passer. Je suis chercheur sur le stockage d'énergie et la gestion de l'intermittence des ENR. Depuis ma thèse, ça fait maintenant 10 ans que je travaille d'arrache-pied sur le sujet, qui est un sujet extrêmement complexe, auquel on ne trouve pas encore beaucoup de solutions. Donc le travail d'un chercheur, c'est d'être optimiste, pour trouver des solutions, mais surtout d'être honnête avec les citoyens. Et c'est pourquoi aujourd'hui, malheureusement, je peux vous le promettre, on n'arrivera pas à 100% d'énergie renouvelable en France en 2050, ni même en 2060. Le scénario négawatt qui fait référence aujourd'hui se trompe assez lourdement sur la maturité de certaines technos, l'hydrogène, la capture du carbone, la méthanisation, le potentiel de sobriété énergétique en France aussi. En Allemagne, en Belgique, en France, ce qu'on constate, c'est que quand on ferme des centrales nucléaires, on ouvre des centrales au gaz. Et elles sont ouvertes malheureusement, probablement pour durer. Et faire ça, c'est aller exactement à l'encontre de ce que le GIEC nous demande, même ce qu'il vient de demander dans son dernier rapport,
remplacer sous 10 ans toutes les centrales fossiles par des renouvelables et du nucléaire. Donc, je ne vais pas vous dire que le nucléaire c'est l'énergie parfaite et qu'il faut utiliser que cette énergie, ce serait vraiment se tromper. Il y a un potentiel énorme de ces nouvelles technologies, des énergies renouvelables. Mais aujourd'hui, le nucléaire, ça reste un pilier indispensable pour atteindre la neutralité carbone en France à 2050. Donc on ne peut pas compter uniquement dessus. Il faut viser un scénario avec un mélange d'ENR et de nucléaire à 2050. Un des scénarios proposés par RTE, que ce soit 50% ou 30% de nucléaire. Mais nos centrales aujourd'hui sont en fin de vie. Et donc il y a un objectif sur lequel un tenant de l'écologie pragmatique ne devrait pas faire l'impasse, c'est la reconstruction de centrales dans le mandat qui va venir, 2022 à 2027. Et en complément de ces centrales nucléaires, avoir un mix avec du solaire et de l'éolien, mais en se donnant un objectif très ambitieux, c'est que la fabrication de ces panneaux solaires, des batteries, des électrolyseurs soit faite en Europe et non pas en Chine comme c'est le cas aujourd'hui. Cet objectif, quand je vous dis qu'il est ambitieux, c'est-à-dire que ça ne prendra pas quelques années de développer la filière, ça prendra plutôt des décennies. Et c'est pour ça qu'on a besoin du nucléaire aussi comme une énergie de transition. Et par ailleurs, comme vous le savez, dans les 29 années qui viennent, il s'agira également de faire disparaître intégralement le chauffage au gaz, le chauffage au fioul, les véhicules thermiques, décarboner l'agriculture et l'industrie également. Bref, on ne va pas chauffer. Merci. Le débat est intéressant. Alors débat, d'abord une petite remarque, c'est que quand on est scientifique, on promet rien. Sachant que tu vois, dans le panel des scientifiques, tu es sans doute un excellent scientifique, mais il y a plein d'autres scientifiques tout aussi excellents qui disent autre chose. Et donc le rapport de la science est un rapport au doute, à la remise en place des hypothèses. Et donc aujourd'hui, nous promettre qu'il n'y a pas de solution en 2050 l'énergie renouvelable sans nucléaire, ça ne marche pas, c'est juste pas cohérent. Et en tant que scientifique, tu ne peux pas faire ça. Tu peux dire que tu es pour, toi, tu penses que le chemin c'est le nucléaire, mais tu ne peux pas dire que moi, en tant que scientifique, de ta légitimité de scientifique, tu dis que c'est pas possible. Voilà. Bon. Je le dis parce que, en fait, tous ceux qui sont pro-nucléaire démarrent toujours comme ça. Il y a un côté expert qui vient nous dire, voilà, nous sommes experts, et je peux vous dire, en tant qu'expert, de sortie du nucléaire, ça ne marche pas. Alors, arrivons sur le nucléaire. Le nucléaire, il est trop lent, trop cher, trop risqué. Nos centrales, je partage avec toi le fait qu'elles sont en bout de vie. Ma proposition aujourd'hui, c'est on a besoin d'investir massivement dans le nucléaire. D'abord parce que nous savons que nous en avons besoin pour encore 25-30 ans. Quand bien même nous arriverions à remonter le temps, on ne va pas le remonter de 15 ans, donc l'échelle c'est autour des 25 ans. Et que dans ces 25 ans-là, les réacteurs que nous avons, nous devons les entretenir parce qu'ils vont devenir de plus en plus risqués, avec de plus en plus d'incidents, et que donc ça demande de l'investissement. La deuxième raison pour laquelle il y a besoin d'investissement, c'est que nous allons avoir tous ces réacteurs, 56 aujourd'hui en France qui sont encore opérationnels, mais une petite soixantaine au total, nous devons les démanteler. Et qu'aujourd'hui, on ne sait pas démanteler une centrale nucléaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune centrale nucléaire qui ait été démantelée dans le monde. Superphénix a commencé en 97. J'ai des copains qui bossent dessus. J'ai des copains qui bossent à Flamanville, je suis ingénieur. Donc moi, je bosse dans l'industrie. J'ai des copains qui bossent à Flamanville. J'ai des copains qui bossent sur la déconstruction de Superphénix. 24 ans, on est toujours en train de démolir. On est toujours en train de démanteler. Or, il y a plus de 550 réacteurs qui vont devoir être démantelés, qui sont tous en fin de vie à l'échelle mondiale, et donc investir dans une nouvelle compétence industrielle qui est comment on a des emplois parce qu'on apprend à démanteler les centrales, c'est majeur. Pourquoi c'est trop lent? Parce qu'aujourd'hui, tu vois que sur les nouveaux réacteurs, le projet d'EPR Flamanville a été lancé en 2006. On est aujourd'hui en 2021, 15 ans plus tard. 15 ans plus tard, le réacteur n'est toujours pas en fonction. Il était censé tourner en 2012. Donc un projet qui est censé durer 6 ans et qui, 15 ans plus tard, n'est toujours pas sorti, on peut espérer qu'il sorte maintenant, ils nous disent fin 2022. Moi, ça me rappelle les énormes projets de systèmes informatiques dans les entreprises, SAP, qui ont annoncé 2 ans de délai, puis finalement, au bout de 6 ans, tu étais toujours en train de batailler pour le truc. Ce réacteur est déjà produit une électricité qui est déjà 2 fois plus chère que les énergies renouvelables. C'est-à-dire que le nucléaire aujourd'hui, juste dans les conditions de sécurité qu'on a aujourd'hui, qui sont, de mon point de vue, pas satisfaisantes, c'est 2 fois plus cher que les énergies renouvelables.
Mais quand bien même l'EPR marcherait en 2023-2024, je ne sais pas, on aurait mis 17 ou 18 ans à sortir le premier, on appuierait sur le bouton en disant bah, finalement c'est cool, on en veut 6. Ces 6-là, tu vas commencer leur construction en 2025, ils vont sortir en 2040. Donc c'est trop lent, t'es aux fraises. Ta transition énergétique, elle est déjà, normalement, elle est déjà faite. Trop cher parce que c'est déjà 2 fois plus cher, et que pour moi qui suis industriel, tout ce que tu cherches à faire dans l'industrie normalement, c'est avoir des processus où tu es de meilleur en meilleur. Tu vas faire les choses plus vite, tu vas les faire moins cher, ça va être optimisé en termes de qualité. Le nucléaire, c'est tout l'inverse. Plus ça va, plus ça coûte cher, parce que tu ne sais pas gérer tes déchets, parce que le risque augmente, parce que tes conditions, tes exigences de sécurité augmentent. Donc tu es face à une énergie qui, à la différence des énergies renouvelables, que ce soit l'éolien, le photovoltaïque, etc., à la différence de tout ce qu'on fait normalement, et ben en fait, plus ça va, plus c'est cher. Et puis c'est trop risqué, hein, il faut rappeler, on ne sait toujours pas gérer les déchets. Je ne parle pas du risque géopolitique, mais qui est majeur, hein, et du risque d'inhabitabilité des zones quand il y a un accident nucléaire. Donc le nucléaire est trop lent, trop cher, trop risqué. Nous en sortirons. Est-ce que ce sera 2050, 2045, on ne sait pas, puisque le point de sortie, c'est quand on arrive à produire assez d'ENR. Les scénarios négawatts, il n'y a pas que les scénarios négawatts. Maintenant, l'ADEME a sorti un scénario 100% renouvelable pour 2050. RTE commence à sortir ses premiers scénarios 100% énergie renouvelable sur le réseau en disant que cela marche. Et donc, de fait, on est... La facture du nucléaire, la facture du nucléaire, s'il y a un truc qui est aujourd'hui pas factorisé, c'est le nucléaire. Ce qui est compté dans les comptes d'EDF aujourd'hui, c'est 300 millions pour démanteler. Quand il passe au chiffrage par les entreprises, c'est 1 milliard, et aujourd'hui, on n'a toujours pas de centrale démantelée. Donc on ne sait pas combien coûte le démantèlement d'une centrale nucléaire. C'est la plus grosse dette, pour moi, c'est à la fois la plus grosse dette en termes de risque, pour les générations du futur, mais aussi la plus grosse dette qui n'est pas factorisée dans nos comptes. On n'a pas l'argent pour faire ça, c'est la plus grosse dette qu'on a devant nous. Après, je comprends que sur un tableur Excel, ça marche bien. Mais pour moi, en tant qu'industriel, en tant que leader politique, eh ben, je continue de porter la sortie du nucléaire à un horizon qui sera de quand on sera prêt. Est-ce que ce sera 25 ans, est-ce que ça sera 30 ans, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, et ce n'est pas un objectif en soi d'avoir une date butée. Ce que je sais, c'est que nous aurons un système qui marchera 100% sur des énergies renouvelables, vraiment renouvelables, en 2050, et ça, je crois que nous y travaillons tous, et que ça peut passer. On commence à avoir des journées aujourd'hui dans le monde où, dans certains pays, c'est que les énergies renouvelables qui font tourner le système électrique. En n'oubliant jamais que l'engagement de la France, c'est de diviser par 2 sa consommation d'énergie en 2050, et que tout ce que nous faisons sur l'énergie renouvelable ne vaut que si nous baissons notre économie d'énergie dans le bâtiment et dans les déplacements. Les déplacements, 30% de nos consommations de gaz à effet de serre, de nos émissions, et qui ne baissent pas aujourd'hui. Comme disait Christian, j'espère que vous serez le futur président de la République. Quelle est votre position stratégique et géostratégique? Et deuxième des choses, ne craigneriez-vous pas voir des blocages et quel sera votre rapport avec l'Europe? La question, position géopolitique et blocage éventuel et position par rapport à l'Europe. Ouais. Bonjour, merci pour vos réponses sur le nucléaire. C'est surtout le traitement des déchets à Bure. Il y a des grosses batailles, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, Bure. Non, ma question, elle est sur quelque chose que vous nous avez dit là, de présidence collégiale. Et qu'est-ce que c'est? C'est de la démocratie participative dans le pays. Voilà, donc un nouveau concept, pourquoi pas, si vous pouviez nous expliquer. Quelle est votre position par rapport à la primaire populaire? Comment vivez-vous ça? Et vous parlez d'arc humaniste, et je pense que cette primaire populaire, elle essaye de construire cet arc humaniste. Et donc, quelle est votre position? Parce que là, pour l'instant, on a l'impression qu'on part quand même en vrille, et que là, on ne voit pas bien comment un écolo pourrait gagner à la présidentielle, avec Mélenchon qui reste là, enfin voilà, toute la dynamique aujourd'hui entre les partis qui est quand même compliquée, en tout cas ce qu'on lit nous, en tant que citoyens, dans les médias, dans les discussions locales. Là, on a un mouvement qui est porté en plus par des citoyens qui s'appelle la primaire populaire, et qui, vous êtes en plus en très bonne position sur cette primaire populaire, Monsieur Piolle, et donc voilà, quelle est votre position par rapport à ça?
La première question, je reviens sur l'eau et puis tout est en relation avec la primaire quand même, c'est une proposition, c'est une proposition alléchante. Je pose la question tout de suite de nous donner vraiment les précisions pour qu'on s'emporte avec cette idée. Parce que tout ce qui est public, dans notre imaginaire avec la santé, avec tout ce qui se passe avec la réalité, c'est un peu décevant. Qu'est-ce qui va nous sortir de quelque chose qui était privé, qui va revenir public et qui va être quelque chose... voilà, parce que pour la santé, c'est public, ça va mal. L'eau, elle est dans le privé, pour l'instant, elle est bonne. Si elle revient en public, moi, en tant que citoyen simple, je vais dire, est-ce qu'elle sera de bonne qualité? Et que vous, votre expérience, elle est bien, qu'est-ce qui nous garantit qu'elle sera appliquée partout de la même manière? L'argent de l'eau, ça va à l'eau. Je ne sais pas comment ça va se passer. Et les enjeux électoraux qui vont suivre. Ça veut dire, là où il y a la gratuité de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Là où l'eau, elle coûte plus cher, qu'est-ce qui va se passer? Et surtout, une question qui m'inquiète, c'est la classe moyenne. Ça veut dire, il y a beaucoup de choses qui sont publiques, c'est en fonction du quotient. Par exemple, si on n'a pas... Je relis ça à la santé, par exemple, si on est pauvre, c'est très bien. On a des aides qui sont légaux. On a la CMI, on a les aides de scolarité, on a la bourse. Si on a un petit salaire, voilà, c'est l'inondation. Je peux continuer. Si par exemple on a des ressources moyennes, si on a les moyens, on peut se permettre de payer tout ça. Par contre, si on est de ressources moyennes, après, je ne sais pas si c'est en fonction du quotient. Et la classe moyenne, elle est toujours... elle souffre. Je ne sais pas, les gens qui travaillent à la mairie, la classe moyenne, c'est celle qui paye le plus. Sachant que le salaire n'est pas extensible, on doit payer, il n'y a pas d'APL, il n'y a pas de CMU, il n'y a pas de... Je ne sais pas, est-ce que l'eau va rentrer dans ces critères comme partout? Et voilà, et la deuxième question, elle est plus rapide, c'est par rapport à la primaire. On a beaucoup entendu de vous parler par rapport à Grenoble, le burkini, le menu sans viande, et surtout l'histoire la plus importante, ou l'événement, comment on dit... Le plus important, c'était à l'IEP de Grenoble par rapport à l'islamo-gauchisme. Et comment vous allez essayer d'inverser un petit peu ce terme péjoratif qui est maintenant collé, voilà, par rapport à la droite et tout ça, et comment on va faire pour s'en sortir? Merci beaucoup. Quand on se projette président, c'est ça, sans doute, entre les programmes des écolos à l'époque où on cherchait juste un porte-voix pour nos idées et un programme écolo où on se dit tiens, on va être président, s'il y a un domaine où on n'aborde pas les choses pareilles, c'est là. Donc typiquement, si vous prenez, je sais pas moi, l'arme nucléaire, en 2017, j'imagine qu'on était pour la sortie du nucléaire militaire, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, quand vous vous projetez président, vous ne vous dites pas tiens, je vais supprimer l'arme nucléaire, vous allez pouvoir travailler à l'échelle internationale pour baisser le niveau d'armement nucléaire dans un traité multilatéral, mais par contre vous gardez l'arme nucléaire et vous ne vous dites pas tiens, je vais le transférer à l'Europe parce que vous vous dites ce genre de responsabilité va avec une souveraineté populaire, et comme l'Europe aujourd'hui n'a pas de souveraineté populaire, on n'est pas dans une Europe fédérale, en fait ce n'est pas possible de transférer cela. Un mot de plus peut-être sur la géopolitique, c'est que moi je suis multilatéraliste, c'est-à-dire que autant j'étais pas pour l'entrée dans l'OTAN, mais je ne suis pas pour la sortie de l'OTAN parce qu'il faut de la constance, mais je ne suis pas pour l'alignement sur la position américaine, et de mon point de vue, notre géopolitique européenne et française est devenue trop atlantiste. Et que ça a encore renforcé là, parce que déjà on est resté atlantiste quand c'était Trump, mais maintenant que c'est Biden, on a l'impression que tout le monde peut y aller. Or, l'Europe doit être un bloc avec les États-Unis, la Chine, la Russie, ok, mais il n'y a pas de raison de se ranger dans le camp américain pour servir des intérêts qui sont des intérêts géopolitiques américains. Je suis pour une Europe fédérale, donc ça se travaille, hein. On a réfléchi à comment réouvrir la question de la renégociation des traités. Il faut avoir la signature de 14 présidences sur les 27, donc c'est jouable. Ça dépendra aussi des élections allemandes, puisque les Allemands portent cette même position aujourd'hui dans ce qu'ils proposent dans leur programme, les Verts allemands. Voilà, en quelques mots, après on réfléchit à la question du franc CFA. J'étais vendredi avec un économiste togolais qui bosse pour aujourd'hui la CEDEAO pour voir comment sortir d'une politique qui reste une politique héritée du colonialisme aujourd'hui en Afrique pour la France, sans
jeter ces 15 pays de la CEDEAO dans des bras russes ou chinois, hein, puisqu'il n'est pas question de se retirer pour qu'une autre puissance influence vienne faire pareil que nous, mais avec des intérêts et en plus pas de lien historique et une logique de prédation. Donc voilà, on réfléchit à cela. Et puis je pense qu'il y a deux domaines. Un dont je parlais tout à l'heure, c'est que la géopolitique des biens communs, qui pour moi peut faire beaucoup, à la fois pour le climat et pour la position de la France dans le monde, hein, retrouver une vocation universaliste par cette politique des biens communs, et une politique aussi féministe, une politique internationale féministe, où là nous avons aussi de façon concrète beaucoup à changer assez rapidement. On pourrait passer des heures sur la géopolitique, mais voilà quelques pistes, en tout cas pour vous sachiez où je suis, à la fois sur l'Europe, sur la situation internationale. Voilà. Sur la présidence, donc à mon arrivée à l'Élysée, je proposerai un référendum donc immédiat qui aura 5 questions. 1, l'inscription de la garantie du climat dans l'article 1 de la Constitution. C'est une proposition de la Convention citoyenne pour le climat, et c'est surtout un point d'appui après pour continuer la justice climatique hein, qu'on a engagée. Grenoble était avec Paris derrière Grande-Sainte pour le recours face à l'État, où le Conseil d'État nous a donné raison. Nous sommes également avec des communes de l'Aude, avec Nanterre, 11 villages de l'Aude, Nanterre et Bayonne. On a attaqué Total en justice pour inaction climatique et non-respect de la loi d'avril et Arcueil, pardon, de la loi de mars 2017. La justice climatique est essentielle. Et puis dans ce référendum, il y a l'introduction des référendums d'initiative citoyenne qui permet de continuer à réformer la Constitution sans passer par le vote aujourd'hui du Sénat et de l'Assemblée nationale dans les mêmes termes. La proportionnelle à l'Assemblée nationale, avec une petite prime majoritaire pour éviter la 4ème République et l'instabilité, mais proportionnelle à l'Assemblée nationale. La séparation de la justice et d'État, donc pour que le ministère ne nomme plus les procureurs, et la suppression pour le président des pouvoirs qui sont, de mon point de vue, totalement exorbitants, hein, à savoir le fait qu'il nomme seul, c'est l'article 13, aux emplois civils et militaires, et qui peut s'arroger les pleins pouvoirs si besoin, c'est l'article 16, donc on supprimera ces 2 articles de la Constitution. Voilà. Après, il y a une dimension supplémentaire, c'est que je crois beaucoup à la subsidiarité, c'est-à-dire que l'État doit tracer un cap, mais les projets de transition, qu'ils soient sur la réhabilitation des bâtiments, qu'ils soient sur les questions d'éducation de bâtiments hein, pour les écoles, qu'ils soient sur la production d'énergie renouvelable, sur des projets de changement de mode de déplacement, ils se font à l'échelle locale. Et donc, la question des moyens et de la subsidiarité est centrale pour moi. Question de la primaire populaire. Tout l'enjeu en fait pour l'après-primaire écologiste, c'est comment on fédère de tous ceux qui ont rompu avec le macronisme jusqu'à tous ceux qui avaient été séduits par Mélenchon en 2017, pour faire ça. Et la primaire populaire, son intérêt, c'est qu'elle permet, l'idée était qu'elle serve à débrancher le candidat socialiste, pour faire ça. C'est-à-dire comment on tranche cela. Moi je suis bien placé dedans, mais aujourd'hui dans les 75 000 personnes qui ont choisi des gens, ça ne dit pas qui peut être président, ça dit qui c'est qu'on aime. Donc moi quand je vais dessus, je regarde, il y a Taubira, bah oui, si je prends la liste des gens et pour qui j'ai envie de voter, bah, spontanément je vais faire Taubira, Ruffin. Parce que quand je regarde la liste, je me dis, ces deux-là, vraiment je les aime. Et puis après je vais avoir une deuxième catégorie de non politiques, et je vais dire Gaël Giraud, ah bah oui, lui, chouette, ça c'est le parrainage. Mais c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, c'est pas parce que je suis bien placé dans la primaire, en fait ça ne veut rien dire, ça veut juste dire qui aime qui. C'est pas une logique stratégique. Et là où moi j'avais beaucoup d'espoir, c'est que c'était pour permettre de débrancher la candidature socialiste, avec la primaire populaire qui serve à ça, à trancher entre une candidature écolo et une candidature socialiste. Aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'il y a un absentéisme militant. C'est qu'il y a 77 000 personnes qui sont inscrites sur la primaire populaire, là où l'objectif était d'en avoir 300 000 au mois de juin. Et donc, plus de 4 mois après, on voit que ça décolle pas. Et là, le calendrier, les élections au début ils voulaient faire en octobre, ça a été repoussé, j'étais un de ceux qui demandaient à repousser en novembre, ça a été repoussé en novembre, mais comment passer de 75 000 aujourd'hui à 2 millions, ce qui est pour moi la masse nécessaire pour s'affranchir de toute stratégie de piratage de la primaire populaire, y compris par Jean-Luc Mélenchon, hein.
il y a 500 000 personnes à l'AFI aujourd'hui. Si tu as moins d'1 million de participants, tu peux tout à fait dire, bah tiens, finalement, je participe, je viens, je gagne, et puis maintenant, vous décidez si tout le monde est derrière moi ou si vous trahissez votre engagement de soutenir le vainqueur de la primaire populaire. Donc il faut ces 2 millions de votants, et malheureusement, je constate avec déception, je pense comme beaucoup qui se sont engagés là-dedans avec beaucoup de sincérité, et avec une stratégie qui me semblait bonne, je constate que ça décolle pas, et je vois pas comment ça va décoller. En novembre dernier, quand on avait échangé avec eux, je leur avais dit qu'une solution alternative, c'était de faire un comité des sages, donc de rassembler un peu des figures de l'espace écologiste et de gauche, et de faire auditionner les candidats potentiels par ce comité qui pourrait faire une recommandation en disant que la personne la plus adaptée, c'est Tartampion ou Tartampionne. Bon. Pour l'instant, ça n'est pas sur la table, mais donc ça veut dire que la troisième solution, si c'est pas la primaire populaire, parce qu'il n'y a pas assez de monde, si c'est pas le comité des sages parce qu'ils ne s'en saisissent pas, ben ça finira dans une bataille de sondage et des négociations sur un accord législatif. Il n'y a que 3 solutions. Il y avait une 4e, ça aurait été que les régionales nous donnent un résultat hyper clair, mais les régionales ne nous ont pas donné un résultat hyper clair. Donc voilà, ça s'est pas tranché dans les urnes au mois de juin, loin s'en faut. Dernière question, oui, les questions sur l'eau. Je crois que l'eau publique, pourquoi est-ce que c'est pas pareil que la santé publique? Aujourd'hui, la santé, le problème, c'est pas qu'elle est publique, c'est qu'elle a été mise à genoux depuis une quinzaine d'années. C'est qu'on est rentré dans la tarification à l'activité qui a, grosso modo, maintenant, si vous allez, moi je suis président de l'hôpital hospitalier de Grenoble, on parle de taux de marge. J'aurais dit, quand je suis arrivé, j'ai dit, bah, s'il vous plaît, parlez pas de taux de marge devant moi, parce que moi je suis un patient potentiel. Et quand je rentre à l'hôpital, j'ai pas envie de me dire, tiens, ils sont en train de me regarder avec un taux de marge. Donc on a transformé l'hôpital public, on l'a asphyxié et on l'a transformé dans une logique qui est une logique privée, et en plus une logique privée qui, par définition, la santé, vous pouvez pas, c'est pas un marché à développer, hein, le soin c'est pas un marché à développer, donc en plus sans lui donner les moyens et en laissant les cliniques privées s'enrichir. Aujourd'hui, vous avez des radiologues qui gagnent 25 000 € par mois. Il n'y a aucune raison qu'on ait des niveaux de revenus comme cela dans la santé, ça colle pas. Et donc aller attaquer ces situations de rente, c'est normal. Donc moi on redressera l'hôpital public, on redressera les conditions des sages-femmes qui aujourd'hui est un métier qui est en déperdition, et, alors que c'est un métier central, hein, l'accueil de la vie. Je crois que ça se fait au bénéfice au contraire des classes moyennes. Et de même que la privatisation de l'eau se fait sur la tête de l'ensemble des usagers, mais sur la tête d'abord des classes moyennes. Rendre l'eau publique permettra de ne pas avoir des profits qui partent pour Veolia, de ne pas, je ne sais pas combien il y a de personnes qui prennent des indemnités au CEDIF, mais j'imagine que ça va être assez joyeux. On va laisser ça sur un voile pudique là-dessus. Mais clairement, pour moi, la stratégie des biens communs est une stratégie qui favorise les classes moyennes, qui favorise tout le monde, sauf ceux qui se goinfrent sur l'accumulation des profits, donc qui favorise y compris les classes moyennes. Et puis, peut-être pour terminer sur la question de l'islamo-gauchisme, moi je ne me sens pas attaqué quand on parle de cela, et je ne crois pas que nous ayons à nous justifier. La laïcité dit que c'est la liberté de conscience, c'est que chacun peut exprimer son culte et que personne ne peut vous forcer à avoir une pratique cultuelle. Point. Et quand il y a des atteintes, l'article 31 de la loi sur la laïcité prévoit des sanctions pénales du code pénal de 1881 quand il y a infraction là-dessus. Aujourd'hui, ce qui est fait avec la laïcité, c'est qu'on se sert de cette laïcité, pour décrédibiliser des espaces politiques comme était décrédibilisé l'espace de gauche après 81 sur la politique économique, ou un peu plus tard sur la sécurité, d'une part, et d'autre part comme vecteur de stigmatisation aujourd'hui des musulmans, des croyants musulmans en France, avec une assignation. Moi je suis scandalisé par la campagne du ministère de l'Éducation sur la nouvelle campagne sur la laïcité. Il n'y a rien dans ces affiches qui soit relatif à la laïcité. Je crois qu'il y en a un
c'est que chacun ait la même éducation, quelles que soient ses convictions religieuses, c'est ça la laïcité, oui. Mais après que Aïssa et Julie aient les mêmes histoires, bah, c'est pas la laïcité, ça c'est juste l'éducation. Donc il y a une confusion totale. Il nous faut être extrêmement solide là-dessus, parce que si on glisse et qu'on commence à faire ce qu'a fait le printemps républicain, et ben, la glissade elle est totale. Cette laïcité, c'est vraiment une façon de vivre ensemble. Les êtres humains sont des êtres spirituels, qu'ils soient croyants ou non croyants, c'est de toute façon des êtres spirituels. Et la laïcité nous permet de vivre ensemble en respectant les croyances et les pratiques de chacun. Donc voilà, ces critiques ne me touchent pas. Je ne crois pas qu'il faille y répondre, parce que y répondre, c'est déjà se justifier, et donc c'est déjà se placer sur le terrain de l'adversaire. Donc pour ma part, je continue à défendre ce que ces valeurs socles, qui sont les valeurs de la République, et derrière que ceux qui veulent nous décrédibiliser essayent, mais s'ils n'essayent pas là-dessus, ils essaieront sur autre chose, donc je les laisse attaquer, on s'en fout. Je crois qu'on va devoir, désolé Kent, on va devoir arrêter. Merci Eric pour ce passage à Arcueil, ses interventions, ses réponses, et peut-être je donne la parole aux représentants du comité départemental du Val-de-Marne de soutien à Eric. En fait, je suis vraiment ravie d'avoir entendu ce débat ce midi et de t'avoir entendu avec les militants du Val-de-Marne, donc en tant que responsable d'Europe Écologie Les Verts 94. Là, il faut qu'on redouble d'efforts, il faut qu'on travaille sur cette primaire, parce que on a ici et plus largement très très envie d'être représenté par toi à cette présidentielle. Donc on fait le travail. On va t'accompagner pour voir tous les militants qui sont en train de travailler justement à élargir notre socle. Je donne la parole à Thomas qui fait le même travail avec beaucoup de ténacité, encore plus de brio. Vas-y. C'est gentil, merci beaucoup Nadine. Un petit mot avant que tout le monde parle. Merci Eric de te passer, parce que ton agenda de la journée est très dense, donc on s'excuse de devoir peut-être un tout petit peu raccourcir le temps d'échange, même si on a eu un peu de temps quand même pour que tu puisses continuer. Pour ceux qui veulent, tu seras ce soir à Montreuil. Après, si on a lancé une tournée ce soir à Montreuil, et surtout le 14 septembre à Paris, dans un grand meeting à Paris. Donc vous pouvez évidemment vous inscrire. Les places sont assez limitées du fait de la jauge Covid, donc si vous voulez venir dans un temps où tu auras le temps d'exposer largement ton programme, n'hésitez pas à vous inscrire. Donc moi, Thomas Quéquenbosch, je suis élu à Cachan, et donc avec Nadine, on coordonne une certaine idée de demain dans le Val-de-Marne. En plus donc, de Christian qui nous a accueillis, de Patricia qui a parlé tout à l'heure, je voulais remercier Sophie Taillé-Polion qui est venue tout à l'heure aussi prendre la parole sur la République de l'eau. Remercier Aurélien Taché, qui est député du Val d'Oise et qui est arrivé tout à l'heure aussi et qui soutient ardemment ta candidature, Eric. Et donc simplement dire que moi je pense qu'avec ton expérience, avec deux maires d'une grande ville écologiste, le premier dans le pays, avec le projet que tu as présenté à la fin de l'été, ce que nous on appelle le plan Piolle, alors je ne sais pas si tu l'appellerais comme ça, mais qui concrètement propose comment est-ce qu'on fait, au-delà des slogans, la neutralité climatique en 2045, 1,5 million d'emplois, secteur par secteur, dans le recyclage, dans l'énergie, dans le transport. Voilà, de pas seulement se payer de mots, mais si on veut prendre le pouvoir aujourd'hui, dans quelques mois, il faudra être prêt, et je pense que tu es parmi les candidats qui sont tous intéressants, celui qui est le mieux préparé pour représenter l'écologie politique à l'Élysée. Et donc une dernière chose pour vous dire que donc, dans le Val-de-Marne, on a déjà plus d'une centaine inscrits sur le site d'une certaine idée de demain. Donc le collectif qu'on a créé l'hiver dernier pour t'accompagner dans cette primaire. Et donc vous pouvez le rejoindre. Il reste une semaine pour faire inscrire les gens à cette primaire. C'est dès 16 ans, c'est pour tout le monde. Dès 16 ans, et donc je compte sur vous parce que ça va se jouer au bouche à oreille. Ça va se jouer à votre capacité à aller chercher 5 potes, 10 potes, votre famille pour les faire inscrire et voter pour moi. Donc à partir le premier tour, c'est du 16 au 19. Clairement, hein, on se donne à fond. Donc il y a plein de gens, je crois que je vais après à Gentilly, il y a un centre d'appel avec 80 personnes qui passent des coups de fil partout à leurs copains. Après on va à Bagnolet pour rencontrer aussi autour de Fatima Wassak d'autres problématiques autour des femmes. On sera ce soir à Montreuil. J'ai commencé ce matin à 7h à la sortie du train de nuit avec une réunion avec mon responsable de mon projet culturel.
Et on va continuer comme ça toute la campagne, mais ça va se jouer à la fin par votre engagement et votre capacité à aller chercher des électeurs, 5, 10 chacun, pour voter dans cette primaire des écologistes. C'est 2 €, c'est facile, sur lesécologistes.fr. Et après, pour être au courant, une certaine idée de demain aussi pour militer avec nous. Soyez présents. Merci beaucoup Eric. Et dernière chose, je crois que les militants et militantes d'Arcueil, et notamment Dan et Hélène, ont un petit cadeau pour toi. Voilà. En souvenir. En fait, c'est Dan qui a dû partir, qui m'a chargé de t'offrir donc du miel d'Arcueil. Je le comparerai au miel d'Arnaud Montebourg qui m'avait offert du débat sur le nucléaire. Donc je viendrai vous faire un retour. Merci. Merci beaucoup à vous.